êtes arrivé. C'est dans la même C'est là? Ouais, c'est là. Enfin, là ou là ou là. Il y aura de la place. Il y aura de la place. S'il faut qu'on soit là. Deux. Notre adversaire commun est clairement identifié. Nous le connaissons tous depuis une méprise. Le socle commun, ce sont tous les électeurs de droite, toutes sensibilités confondues. Ceux-ci expriment leur préférence d'abord dans les sondages, ensuite dans leur vote. Donc ce que nous visons tous dès à présent, c'est l'agréable résultat qu'Éric Zemmour soit en tête dès le 10 avril prochain. Merci à vous tous de n'être point tombés dans cet état d'obriété. Elle a osé dire que Éric Zemmour n'était pas le bienvenu à Lille. Elle se prend pour qui? C'est elle qui n'est plus la bienvenue à Lille depuis longtemps. Dire sale juif, c'est celle qui fait dire nique ta mère alors que ma mère c'est la France. Ça, ce n'est pas la République fraternelle, c'est la République de la haine des autres, de la haine de la France. Et ce qui fait qu'on nous brocarde, qu'on nous insulte, c'est que nous représentons quelque chose qui devient extraordinaire. Ce n'est pas le père Hamel, égorgé. Sa République fraternelle, ce n'est pas le professeur Paty. Sa République fraternelle, ce n'est pas Nice, le massacre, ce pauvre monsieur Jardin qui pleure et qu'on méprise. La République fraternelle, elle est ici, parce que nous, on s'aime à travers l'amour de la France. Ni raciste, ni gens d'extrême droite. Il y a des Français qui aiment la France. Peuple de commerçants, peuple de travailleurs, peuple d'entrepreneurs, vous êtes la droite, vous êtes la France, vous êtes merveilleux, nous sommes innombrables, nous sommes l'armée des ombres. Avec Éric Zemmour, nous allons terroriser les terroristes. Avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration. Avec Éric Zemmour, nous allons éradiquer la délinquance. Avec Éric Zemmour, nous mettrons fin à l'assistanat et nous récompenserons le travail. Avec Éric Zemmour, nous allons chasser de nos écoles SOS Racisme et les lobbies LGBT. Je le connais bien. Tout à l'heure, Guillaume disait, c'est un homme neuf. Oui, c'est un homme neuf. Il ne vient pas du milieu. Il n'est pas un professionnel.
On a vu les professionnels. Il n'est pas le produit du consumérisme politique qui détruit la France, qui corrompt l'esprit public depuis tant de temps et qui aujourd'hui verse dans l'islamo-gauchisme et dans l'islamo-droitisme. C'est un homme neuf qui a fait sa vue. Le penseur devient homme d'État. Et de l'homme. Et mon père m'a dit, mon petit Eric, n'oublie jamais que la France nous a pris dans ses bras. Alors, à ton tour, toute ta vie, prends-la dans tes bras. Non, monsieur Jean-Luc Mélenchon, la France n'est pas née à Valmy en 1792. Oui, Valmy, ça compte. Mais la France, elle est née à quelques kilomètres d'ici, dans la plaine des Flandres, dans un village au nom de légende, le village de Bouvines. Nous sommes le dimanche 27 juillet 1214. Le jour va se lever et l'Europe tout entière est persuadée que l'empereur germanique va terrasser Philippe Auguste. Mais soudain, des milliers de villageois venus de tout le nord de la France, ils viennent d'April, ils viennent d'Arras, ils viennent de Lille, viennent se mêler aux armées du roi. C'est la victoire, c'est le triomphe. En un instant, le petit roi de Paris devient le roi de France. Il est là, le miracle français. Il est temps et il n'est pas trop tard. Je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'accueillir le futur président de la République. Valenciennois, Calaisiens. Décidément, j'aime les gens du Nord, leur franchise, leur solidité, leur humilité et leur courage. Quelle terre de feu que cette terre du Nord, quel peuple chaleureux que ce peuple de géants, quel haut sommet que ce plat pays qui est le vôtre. Aujourd'hui à Lille, grièvement blessé hier à Lille par un multirécidiviste déjà connu par la police. Nous apportons à cette jeune femme tout notre soutien. En quelques mois, c'est la 4e fois que je viens chez vous pour vous écouter, vous comprendre et vous présenter ma vision de la France et mes solutions pour les Français face aux épreuves que nous traversons. En octobre dernier, j'étais venu déjà vous parler du travail, de mérite, de fierté et d'industrie. Je veux maintenant vous dire ce que nous allons faire ensemble pour que demain, pour que dans 1 an, pour que dans 5 ans, dans 30 ans, notre pays et nos enfants se portent mieux. Un ami lillois m'a dit un jour, ici, on a du cœur au labeur. Cette formule est restée gravée dans ma mémoire. Votre terre, si souvent malmenée, n'a pas seulement donné à la nation nombre de héros et tant de grands hommes,
vous avez aussi apporté à la France des industries magnifiques, de grands groupes florissants, des PME innovantes, des entrepreneurs audacieux, des ingénieurs brillants et des travailleurs sauvages et du travail bien fait. C'est à cela que l'on reconnaît un Français. Souvenons-nous de Charles Péguy, célébrant le goût et le soin du travail, et cette même application de la rempailleuse de chaises et du bâtisseur de cathédrales à des siècles d'écart, trouvant dans le travail à la fois la réalisation d'eux-mêmes et celle de leur ouvrage. C'est là notre trésor, notre patrimoine, notre capital. Chaque peuple a son rapport particulier au travail. Les Américains, c'est le respect du contrat. Les Allemands, c'est le sens de l'équipe. Les Français, c'est l'honneur. Oui. L'honneur au travail bien fait qui relie l'ouvrier et le patron. Dans le Nord, comme en Vendée, cher Philippe de Villiers, avec cette histoire extraordinaire que tu m'as racontée l'autre jour. Un entrepreneur enraciné partageant tout avec ses salariés jusqu'au football du dimanche lorsqu'il se met sous les ordres de son ouvrier devenu son capitaine sur le terrain. Un jour, les actionnaires décident de le chasser. L'argent n'entre pas assez vite à leur tour. La Chine produit moins propre mais plus et plus vite. Le patron est débarqué. Alors, pour la première fois de leur vie, les ouvriers font grève, scandalisés, déterminés. Les actionnaires doivent céder. Le patron est de retour sur les armes. Quelqu'un d'important ici, paraît-il. Mes chers amis, bah oui, en étant 8000 à Lille, vous faites de la peine à Martine Aubry. C'est pas bien, ça. Votre très chère mère, qui dit que je ne suis pas le bienvenu dans sa ville de Lille. Ben oui. C'est ça qui vous comprendre, elle lui appartient cette ville, voyons. D'être responsable de ces violences. Toujours les mêmes méthodes chez les gauchistes. Mais sommes-nous violents, mes amis? Voulons-nous la violence? Non, nous voulons la paix. Alors, en votre nom, mes chers amis, je veux dire à Madame Aubry, non, Madame, les Lillois ne vous appartiennent pas. Qui n'a rien à dire quand des quartiers entiers échappent à la République, dont les lois sont remplacées par la charia. Martine Aubry, la grande prêtresse de la laïcité, qui reste muette quand des cités entières de sa métropole lilloise basculent dans l'intégrisme musulman. Martine Aubry, la féministe qui ne trouve rien à redire quand des femmes musulmanes exigent et obtiennent des horaires de piscine aménagés dans sa ville et quand on voit des petites filles de 6 ans à Roubaix. À Roubaix. L'Afghanistan à 2 heures de Paris et à 20 minutes de Cherbourg. De Roubaix. Je suppose que vous l'avez vu. Vous avez vu ces poupées sans visage. Vous avez vu ces restaurants où les femmes sont parquées dans des box, ces écoles coraniques subventionnées, où l'on voile des fillettes de 16 ans.
vous avez vu ce que finalement vous saviez mieux que personne. Mais ce soir-là, à une heure de grande écoute, la vérité a éclaté au visage de tous ceux qui voulaient encore la nier. La terrible vérité, celle que nous connaissons, celle que selon les sondages, 67% des Français craignent, c'est que la France s'islamise à grande vitesse de pauvreté et de misère. Pour lui, les choix individuels n'existent pas, l'histoire n'existe pas, la culture n'existe pas et la démographie n'existe pas non plus. La délinquance est à cause de la pauvreté. La criminalité, c'est la pauvreté. La saleté, la pauvreté. L'islamisation, la pauvreté toujours. Votre fille s'est fait agresser par un étranger à cause de la pauvreté. Votre mère s'est fait cambrioler, la pauvreté. Votre immeuble est saccagé, la pauvreté. Toujours et encore, seule et unique explication à tous les problèmes du pays. La délinquance. La réalité, oui, la réalité, mes amis, c'est que ces quartiers sont tout sauf abandonnés. Ils sont gavés d'argent public et de prestations sociales. Ils sont en vérité privilégiés. La réalité, c'est que la véritable pauvreté, beaucoup de Français la connaissent, la vivent et la subissent. Ils vivent cette peur lorsque l'argent vient à manquer, lorsque les dettes s'accumulent et lorsque les fins de mois deviennent difficiles, voire impossibles. Lorsqu'on a travaillé toute la semaine et qu'à la fin, il ne reste plus un centime. Lorsqu'on s'est épuisé à la tâche et qu'on ne mange pas toujours à sa faim. Lorsqu'on est une mère seule et qu'on doit travailler toujours plus parce qu'il faut payer la garde des petits. Lorsqu'on connaît les difficultés à se soigner, à éduquer ses enfants, à soutenir ses parents. Ces angoisses qui polluent le quotidien et qui gâchent l'existence. Ces angoisses, je ne les raconte jamais, mais je les ai moi-même connues quand j'étais enfant. J'ai connu à 10, 12 ans les huissiers qui frappent à la porte. J'ai connu l'obligation d'aller vivre chez mes grands-parents parce que mon père ne pouvait plus payer le loyer. J'avais la chance d'avoir un père travailleur, courageux, qui s'est toujours relevé, qui s'est sacrifié et qui m'a permis d'arriver là où je suis. Ils vont mener et ils le savent. Chacune de ces mesures censées lutter contre la baisse du pouvoir d'achat va faire chuter votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils promettent de vous donner, ils vont vous le voler. Cet argent qu'ils vous promettent, c'est le vôtre. Chaque euro qu'ils vous font miroiter pour demain se trouve aujourd'hui dans votre porte-monnaie. Ils sont en train de vous acheter avec votre propre touche des allocations qu'ils ne devraient pas toucher. Quand vous cessez de financer les places de prison pour 15 000 étrangers, c'est quand vous avez déjà donné la moitié de votre paye pour des dépenses folles, pour que des terroristes profitent du RSA ou du chômage pour financer un énième le pouvoir d'achat. C'est ce qui vous reste quand vous cessez de subventionner des milliers d'associations de gauche qui ne cessent d'attaquer l'État et rêvent de détruire la liberté d'expression dans notre pays. C'est quand vous cessez de payer pour des usines à gaz technocratiques, pour un millefeuille administratif toujours plus épais, pour des administrations devenues absurdes quand elles ne rendent plus de services publics. Alors, mes chers amis, pour augmenter votre pouvoir d'achat, vous comprenez maintenant, il n'y a pas 1000 méthodes. Seules 3 solutions s'offrent à nous. 3 solutions connues de toutes nos élites, mais jamais mises en œuvre par manque de courage et par manque d'honnêteté. 3 solutions pour enfin reconquérir le pouvoir d'achat des Français. La première de ces solutions, chers amis, les politiciens et les technocrates ne veulent pas qu'on en parle. Alors,
Ils n'en parlent pas du tout, ils en parlent à moitié. Mais le peuple sait à quel point nous en avons besoin. Alors oui, nous allons enfin cesser de gaspiller l'argent public. Car l'argent public, c'est votre argent. Nous allons arrêter de financer notre propre remplaçant. Car lui aussi, et cet argent, nous allons cesser de vous le prendre. Et enfin, c'est essentiel, et c'est ce que vous attendez, nous allons enfin récompenser le travail et le mérite. L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front ne doit pas atterrir dans je ne sais quelle caisse publique, mais sur votre compte en banque. Il n'y a pas d'argent magique. L'argent de l'État, c'est notre argent, c'est votre argent. Il doit être le levier de l'État au service de la France. Cela signifie que nous allons arrêter de prendre leur argent aux Français pour financer des dépenses que l'État ne devrait pas financer. Vous voulez des exemples de ce que nous allons arrêter de financer? Écoutez bien. Écoutez bien. Et rendez-vous, en pleine crise du Covid, le gouvernement d'Emmanuel Macron a trouvé le moyen de faire un chèque de 140 millions d'euros pour aider le développement de la Chine. Oui, de la Chine, le développement de la deuxième puissance économique du monde. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, les impôts que vous payez servent à donner de l'argent de poche à la deuxième puissance économique du monde. Et cela alors que nous manquions de masques et de respirateurs pour sauver nos malades. Mes amis, Emmanuel Macron prend donc l'argent dans votre poche pour le donner à un pays qui a concurrencé avec férocité vos industries, vos ateliers de tissage, de dentelle, vos mines et vos gros fourneaux. Prenons l'audiovisuel public. J'avais dit au hasard. Nous payons tous ici cette redevance télé. Évidemment, nous serions tous d'accord pour financer un service public de qualité, mais la France et les Français n'ont pas besoin de médias de gauche qui les détestent. Ils n'ont pas besoin de financer la propagande immigrationniste. Ces 3,6 milliards d'euros que vous payez pour ces médias de gauche quand nous payons 3,3 milliards pour nos prisons trop pleines alors que tant de délinquants sont dehors, faute de place. De tous les moyens par lesquels l'État détruit votre pouvoir d'achat. Détection de tout ce qui fait de nous le pays le plus taxé, le plus imposé et le plus bureaucratique du monde occidental. Avec l'aide d'entrepreneurs et d'économistes, nous lancerons la plus grande réforme de l'État depuis le général de Gaulle. Pendant 5 ans, nous abolirons tout ce qui vous détruit. 5 ans pour sauver définitivement notre pouvoir d'achat. 5 ans pour reconquérir la prospérité française. 5 ans pour démontrer qu'impossible n'est pas français. 5 ans. Il suffira d'un choc de simplification pour régler le problème. S'ils prennent le pouvoir, il n'y aura pas de simplification, parce qu'il n'y aura pas de choc. Non, ils ne toucheront pas à la bureaucratie parce qu'ils en viennent et parce qu'elle est leur meilleur allié. Le choc de simplification de Valérie Pécresse, c'est la reprise d'une idée de François Hollande, c'est une idée de bureaucrate, la fin de la bureaucratie, la fin des dépenses inutiles. Ce n'est pas une ligne dans un programme électoral, c'est la méthode de tout mon quinquennat. Et de financer l'immigration sur votre dos. C'est d'arrêter de dilapider l'argent pris dans vos poches, même quand elles sont vides, pour nourrir le monde entier.
arriver au pouvoir, nous allons cesser de prendre aux Français les milliards d'euros consacrés chaque année à l'accueil et à l'entretien des millions d'étrangers qui vivent sur notre sol. Donnant une carte bancaire créditée de 430 € par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de tout cela sans qu'il ne travaille, évidemment. Je mettrai fin aux demandes d'asile déposées sur notre sol et je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus, les vrais combattants pour la liberté, et non à des dizaines de milliers comme aujourd'hui. Ce sera 1,3 milliard d'euros que l'État arrêtera de vous prendre chaque année. Les mineurs non accompagnés coûtent 2 milliards d'euros aux Français. Oui, 50 000 € par mineur étranger. Vous avez bien entendu, chacun de ces mineurs isolés nous coûte plus de 4 000 € par mois. Là encore, pour nous remercier de notre bon cœur et de notre main tendue, ces mêmes mineurs isolés ont commis, rien qu'à Paris, 5 000 actes de délinquance en 2020. Des agressions, des vols qui pourrissent le quotidien des honnêtes gens. Mais comme ils sont mineurs, ils ne vont pas en prison et donc ils recommencent. Je mettrai fin à cette injustice. Je donnerai 10 000 € par naissance d'un Français dans une commune rurale qui se dépeuple. Qu'est-ce que cela représente face aux 50 000 € que nous dépensons chaque année pour chaque mineur isolé clandestin? Cette mesure n'est pas un chèque cadeau, c'est de la justice, c'est de l'argent que nous cesserons de donner à des clandestins du monde entier pour les donner à nos compatriotes qui en ont besoin. Qui ne travaillent pas, qui ne payent pas de charges sociales, qui ne payent pas d'impôts, coûtent en moyenne 2 600 € au système de santé français grâce à l'AME. Merci, Madame Aubry. Merci pour cette belle réforme qui a coûté des milliards aux Français depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, la moitié de la France est devenue un désert médical où il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, où il faut faire des heures de route pour accoucher dans une maternité. Alors, je supprimerai l'AME. Des étrangers extra-européens en âge de travailler sont tout simplement inactifs. Ce qui leur laisse apparemment le temps de faire des enfants, puisque selon l'INSEE, les immigrés représentent à eux seuls 30% de toutes les naissances françaises. 30%. En résumé, nous finançons leur arrivée. Nous finançons l'entretien des banlieues qu'ils ont saccagées. Nous finançons leur train de vie. Bref, nous finançons notre grand remplacement au prix de notre grand déclassement. Elle est diplômée d'un CAP de vente. Elle travaille en Seine-et-Marne. Depuis des années, Stéphanie sollicite un logement HLM. Mais elle ne l'a jamais obtenu. Alors Stéphanie vit à l'année dans une caravane. Stéphanie, faute de logement social, doit dormir chaque nuit dans un camping. Quand un journaliste l'interroge, cette femme fière répond « Oh, j'ai abandonné la recherche pour les HLM. Je ne me plains même plus. On a l'impression qu'il n'y en a plus pour les émigrés que pour nous. Pour les maisons, pour les appartements, ils sont toujours prioritaires. » L'histoire de Stéphanie, mes amis, c'est l'histoire de tellement de Français. Pendant ce temps, 20% d'étrangers occupent nos logements sociaux. Nous disons stop, ça suffit, la fête est finie. Nous réserverons nos logements sociaux
aux Français. Oui, vous êtes ouvrier, vous êtes employé, vous travaillez dans un hôpital ou un supermarché. Non, vous n'allez pas prendre votre vélo pour parcourir les kilomètres qui vous séparent de votre entreprise, de votre usine ou de votre atelier. Depuis plusieurs semaines, le passage à la pompe à essence est de plus en plus douloureux. Des prix qui s'envolent, des impôts, des taxes sur les taxes, et votre pouvoir d'achat qui disparaît. Lorsque vous ne vivez pas dans une grande métropole, je veux les mêmes avantages que pour les travailleurs des grandes villes qui se déplacent dans les transports en commun. Car ceux qui prennent le bus, le métro, se font rembourser la moitié de leurs frais de déplacement par leur employeur. Mais rien pour les automobiles. C'est injuste. Je veux rétablir l'égalité entre les urbains et les ruraux. L'égalité entre les travailleurs de ville et les fonctionnaires puissent toucher une prime de participation au bénéfice de leur entreprise. Et voici, augmenter les revenus nets des salariés sans faire exploser le salaire. Enrichir le travailleur sans appauvrir l'entreprise. Et pour cela, mes amis, je vais vous annoncer une nouvelle mesure. C'est une mesure simple. Et pourtant, je crois que c'est une révolution. C'est une mesure qui va enfin permettre aux travailleurs de voir son travail valorisé. C'est une mesure qui mettra fin au scandale des salaires trop bas sur lesquels pèsent des charges. Les impôts, les taxes, les URSSAF brident le travail, désespèrent les entrepreneurs et découragent les travailleurs. Je propose la prime 0 pour 0 URSSAF pour augmenter votre revenu. Ainsi, tout patron pourra accorder une prime chaque année, sans aucune taxe, ni aucune charge, ni patronale, ni salariale. Cette prime pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, 13e, 14e, 15e mois, et réglementé, ponctionné, d'un État qui redistribue mal et dissuade les entrepreneurs. Je veux un État qui permette aux salariés de mieux profiter de la croissance de leur entreprise. C'est une question de mérite et c'est une question de justice. Oui, il y a une urgence sociale dans notre pays qui a pourtant les dépenses sociales les plus élevées du monde. Mais nous avons la solution. Je dirais même plus. Nous sommes la solution. Les Français ont un destin. Son peuple qui est là depuis 1000 ans et qui a envie d'être là encore 1000 ans. Alors notre devoir, mes amis, c'est de préserver, de cultiver, de transmettre, de préserver notre héritage, de cultiver notre art de vivre, de transmettre notre civilisation. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos entreprises, qu'elles soient prêtes à produire, à innover, pour partir à la conquête du monde. Nous allons avoir besoin de Français qui vivent bien de leur travail et qui n'ont plus l'angoisse des fins de mois. Nous voulons redevenir ce peuple solide, robuste, fier et plein de confiance.